Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir et on regarde l'actualité. Je le rappelle, 12e jour de guerre en Ukraine. On continue d'évaluer les conséquences de cette crise russo-ukrainienne sur l'ensemble des classes d'actifs avec un focus particulier sur le segment des small et mid cap avec un spécialiste de ce segment qui est à mes côtés en plateau, Pierre Chang, gérant de fonds chez Tocqueville Finance. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Bon, état des lieux de la situation. Alors sur ce segment que vous connaissez particulièrement bien, celui des petites capitalisations boursières. Je précise, voilà, l'indice small cap à Paris, CAC Small est en baisse de plus de 20% désormais. Est-ce qu'on parle d'un marché qui se disloque là aujourd'hui, Pierre ? Alors, bon, déjà, on avait fait plus 24% l'an dernier sur le CAC Small. Donc, on a effacé une grosse partie de ce gain déjà depuis le début de l'année. Ce qu'on constate vraiment, c'est que dans ces phases de panique un peu, où les investisseurs ne savent pas trop comment se positionner, c'est vrai qu'on observe, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de titres qui perdent 10%. C'est vrai que sur les small caps, le problème, c'est que quand il y a la panique, souvent les épargnants retirent leur argent de la bourse et donc on est dans un phénomène de décollecte. Et comme les petites valeurs sont peu liquides en bourse, quand il y a 10 000 titres qui sont vendus sur une valeur où en général il n'y en a que 2-3 000 qui s'échangent par jour, tout de suite ça peut prendre des proportions assez dramatiques sur le cours de bourse et enchaîner plusieurs séances de moins 10. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors bon, là j'entendais encore vos intervenants avant, mais il y a beaucoup de phénomènes qu'on remarque sur le marché qui se remarque aussi sur les small caps. Et je dirais vraiment, là où les investisseurs ont fui littéralement les small caps, ce sont surtout tous les modèles qui sont à forte croissance, fort potentiel, plutôt risqués et surtout qui ne génèrent pas de bénéfices. Voilà. Et donc c'est vrai que quand je donne ces trois éléments, le segment qui coche toutes les cases, c'est les biotechnologies. Or, les biotechnologies, ça fait plusieurs années qu'on en parle ensemble, c'est quand même une grosse composante de la côte française sur les petites valeurs et ça pèse notamment 15% du CAC Small. Et là, on a des valeurs qui ont perdu 40, 45, 50%. Quoi. Il y a des depuis le début de la crise et de la guerre depuis le début de l'année, on va dire. D'accord. Donc c'est sur un laps de temps très court, un peu plus de 2 mois, c'est moins 50%. Voilà, il y a aussi les grandes stars de la côte sur ce segment, Inat Pharma, Genfit et tout ça. Tout ça aussi, ce sont vraiment des baisses très significatives. Et donc, aucun lien évidemment avec la guerre, mais c'est pour vous un indicateur d'aversion au risque majeur là. Exactement. Chez les voilà, c'est exactement ça. D'autant plus que c'était des valeurs qui avaient très très bien marché pendant la pandémie parce qu'il y avait une crise sanitaire et plusieurs valeurs du segment essayaient de se positionner un peu sur cette crise sanitaire et qui avaient eu des parcours fantastiques. Voilà, on nous avait vendu aussi le fait qu'elles devenaient plus mûres, etc., qu'elles arrivaient pour beaucoup d'entre elles sur des phases 3, c'est-à-dire vraiment pas très loin de la validation de leurs molécules pour les commercialiser sur le marché. Et c'est vrai, hein, mais là, dans ce genre de configuration, c'est que ce sont des valeurs qui sont vraiment écartées des portefeuilles. Et puis vraiment, la deuxième catégorie, ce sont les valeurs on va dire les valeurs de qualité emblématiques de la côte française qui se payaient relativement cher. Nous, chez Tocqueville, on refusait d'en faire parce qu'on ne voulait pas participer à ça. Et il y a des valeurs sur lesquelles, personnellement, je les regarde monter depuis 2-3 ans avec beaucoup de frustration en me disant quand est-ce que ça va arrêter. Donc je pense vraiment les deux valeurs qui révèlent vraiment ça. Emblématique, oui. C'est Esker. Donc Esker, c'est une valeur que j'adore. Et c'est plus cher qu'Hermès, je crois. Oui, c'est ça. Hein. Bon, je peux donner des multiples, mais bon, ça se paye plus de 50 fois les bits. Donc en général, pour les spectateurs qui ne sont pas forcément familiers, une valeur, elle se paye 10, 15 fois les bits. Voilà. Là, on est à 50 fois. C'est-à-dire, ce sont des... Voilà. Et ça vient de diviser par 2. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois encore, ça se payait 100 fois les bits. Là, et c'est beaucoup plus cher que Hermès, 100 fois les bits. Hein. Donc, et donc, je veux dire, c'est que c'est une valeur qui a divisé par 2 depuis le début de l'année et qui se paye toujours très cher. Ben oui. Donc, et la deuxième, c'est Interparfum. C'est c'est le plus gros poids du CAC Small. Et c'est pareil, elle a aussi... Oui, c'est 4 milliards au moins, enfin 3-4 milliards. 3 milliards. Et elle a perdu, là, une trentaine de %. Et elle se paye encore plus de 30 fois les bits. Donc, ça reste des multiples... Et ce sont des valeurs fantastiques, mais qui ont vraiment profité de toute cette émulation d'argent pas cher, etc., et qui a donné lieu à des exagérations. Et donc, je suis personnellement plutôt soulagé de voir que cette entre guillemets, cette bulle, mais c'est pas vrai, sur un certain type de valeurs, dont ces deux-là, commence à se dégonfler. Et moi, ça me réjouit, au-delà de toute la situation qui est catastrophique et qui est très inquiétante, mais dans le marché, on commence à voir... Il y a une efficience du marché de ce point de vue-là. On commence à avoir une correction des exagérations. Voilà. Et là, ces deux cas sont emblématiques. Et c'est ces dossiers-là, ou ce type de dossiers-là, sur lesquels vous aurez envie de revenir à un moment. Est-ce qu'il
faut maintenir, je ne sais pas, une approche beaucoup plus prudente sur les valorisations, beaucoup plus défensive même peut-être par rapport à ces valeurs de croissance, d'hypercroissance? Alors, de notre point de vue, c'est-à-dire que ces multiples complètement fous, aujourd'hui appartiennent au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre maintenant dans quelque chose de différent. C'est une phase de marché qui est différente. Donc, souvent, là, on est dans une transition d'une phase de marché à une autre. Et les winners de la phase précédente ne sont pas forcément les winners de la phase suivante. Très clair. Il faut savoir tourner la page. Est-ce ne va pas refaire 100 fois les bits, quoi. Exactement. D'accord. Je pense que sans prendre trop de risques, je pense qu'on peut l'anticiper. Ça ne reviendra pas plus jamais sur ces niveaux. Ce sont des niveaux qui ne seront plus jamais touchés. En tout cas, pas que ce type de multiple. Voilà. Ensuite, il faut savoir tourner la page. Donc là, bon, vous en parliez encore à l'instant, on part sur un monde qui est plus inflationniste, qui est plus polarisé, une mondialisation moins efficace. Donc, ce qui génère de l'inflation, voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Cette situation, elle est très proche de ce qu'on a vécu dans les années 70-80, c'est-à-dire un monde très polarisé. À l'époque, c'était le communisme, le capitalisme, c'était très Russie, États-Unis, un choc pétrolier 73 et encore ensuite un autre, un choc monétaire. Ouais. Voilà, on coche beaucoup de cases qui ressemblent à cette époque-là. Et donc, à cette époque-là, il y a beaucoup de similitudes. Et les salaires ont monté, malgré le fait qu'on était en récession, enfin que la demande était détruite. Et donc on peut se dire que l'inflation peut continuer. On peut également se dire que les antagonismes géopolitiques vont perdurer. Voilà. Et donc si on est d'accord avec tout ça, ce scénario-là, et qu'on se projette dans ce monde-là, des back to 70s, il y a des opportunités. Et donc à titre personnel, je préfère analyser les choses sous l'angle des opportunités plutôt que de me dire qu'on va. Et puis surtout, vous êtes payé pour ça. Enfin, exactement. Il n'y a pas de problème dans cette émission, elle s'appelle Smart Bourse et notre mission c'est justement d'analyser le marché et de détecter les opportunités. Donc si on est dans ce schéma années 70-80 là, Pierre, justement, quels sont les thèmes stratégiques, quelles sont les entreprises emblématiques là qui vont vous intéresser, encore une fois, de manière stratégique, hein, si on essaie justement de se projeter au-delà de la crise ukrainienne du moment? Alors déjà, premièrement, à mon avis, c'est pas trop tard pour vendre les valeurs que je citais qui se payent trop cher. Premièrement. Point important. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça a divisé par deux qu'il ne faut pas continuer à vendre. Donc ça, c'est mon point de vue. Deuxièmement... donc il y a du trait à faire encore sur les valorisations excessives. Exactement. Ensuite, deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des thèmes qui vont rester. La digitalisation, par exemple, tout ce qui est semi-conducteur. Dans les small caps, on a des Soitec, des XFAB, des choses comme ça qu'il faut continuer à parier. Nous, on est très investi sur une boîte qui s'appelle SES Imagota qui fait des étiquettes électroniques dont j'ai déjà parlé avec vous. Ça aussi, ils ont republié récemment. C'était fantastique et ça va continuer. C'est une méga tendance. Donc le digital, ça reste un thème majeur. Ensuite, il y a un autre thème qui est vraiment ressorti de cette crise, mais qui était déjà à l'œuvre. C'est le gaz liquéfié. Voilà. Donc ça, c'est le thème qui me passionne en ce moment. Notre première ligne du fonds Tocqueville PME, c'est GTT. Donc ce sont des Français qui ont des brevets pour faire des cuves de bateaux qui transportent le GNL. Voilà. Donc là, si vous voulez faire un méthanier, pour ceux que ça tente, il faudra passer par GTT. Voilà. Il faudra payer GTT pour pouvoir utiliser la technologie de GTT. Voilà. Et donc, ça pour nous... Ils sont très bien positionnés pour capter l'accélération de l'utilisation du GNL en substitut, par exemple, du gaz russe. Voilà, exactement. Donc, le gaz russe, c'est 40% du gaz européen. Si on arrête le gaz russe, il faut acheter du gaz aux Américains et au Moyen-Orient. On ne peut pas amener des tuyaux, donc il faut faire un terminal très clair aux États-Unis pour liquéfier, un bateau pour amener et le rendre gazeux en Europe. Tout ça, c'est un business. Et là-dessus, GTT est bien positionné. Il y a d'autres valeurs dans la côte qui peuvent en bénéficier, notamment Ruby, dans une moindre mesure. Mais voilà. Et après, il y a des valeurs étrangères. Voilà. Mais là, on est pour parler small cap françaises, mais il y a aussi des large cap qui peuvent en profiter. Donc Total, Technip et tout ça. Mais si on reste sur les small cap, GTT, c'est le sweet spot. En plus, c'est vraiment le pure player. Et il n'y en a pas 36. Vous voyez, c'est un peu comme l'hydrogène à une époque où il y avait 3 valeurs cotées en bourse et donc tout le monde se jetait dessus. Ben là, c'est pareil. Et si je dis pas de bêtises, c'est une valeur qui suscite à nouveau beaucoup d'intérêt. Alors, le seul problème de GTT, c'est que Engie a 30% du capital et est un vendeur et a annoncé clairement qu'il voulait sortir. Donc il y a beaucoup de mes confrères et amis qui me disent je ne vais pas sur GTT parce que tant que c'est pas vendu. Je vais prendre Engie qui va vendre. Le bloc, donc, en général, Engie quand vend, ils vont vendre avec une décote et le titre va baisser et ça arrivera
tôt ou tard. Plus le titre monte, plus cette possibilité augmente. Donc ça arrivera, mais à mon avis, on a fait le choix, nous, d'y aller quand même. Parce que le thème est tellement puissant que voilà. Ensuite, bien sûr, la défense, sécurité, cybersécurité. Alors ça, c'est aussi majeur. Alors, on parle toujours de Thales, etc., Airbus et Rheinmetall en Allemagne, mais dans les small caps françaises, on a aussi des représentants qui sont très bons, notamment Groupe Gorgé, qui fait des sous-marins qui vont dans le sol pour déminer, pour observer des câbles, etc. Donc ils ont eu un contrat avec la marine belge d'envergure et ils sont en négociation avec plein d'autres pays pour le faire. Donc ça, c'est aussi une valeur qui a pris quand même 75% l'an dernier, qui n'a pas trop bougé, pas trop monté encore cette année. Qui a pas trop monté 10% depuis le début de l'année. Oui, mais c'est bien, justement, dans le contexte actuel. Elle a beaucoup moins baissé que le reste du marché. Alors, c'est vrai que quand on la regarde comme ça, elle ne paraît pas forcément... les multiples sont plutôt justes, quoi, mais ça ne prend pas en compte du tout de potentiels contrats d'envergure. Voilà. Ensuite, on a Lumibird aussi, qui fait des lasers. Alors là, les lasers aussi, qui ont une exposition défense assez importante, et donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Et puis, il y a une valeur un peu moins connue qui s'appelle Communication System, qui sont aussi très dans les projets de défense au sens large, qui sont des consultants. Et là aussi, c'est un titre qui a littéralement explosé en bourse ces derniers jours. Donc là, sur ce titre-là, nous, on n'en a pas en portefeuille. Je me dis, il faut faire peut-être un peu attention. Ça a déjà beaucoup monté, mais c'est dans la watchlist, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité d'investir, ça regarde. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr. Rapidement, Pierre. Ok. Allez-y. L'énergie verte, bien sûr. Donc l'énergie verte, là, on a plein. Dans la côte française, on en a plein. Waga Energy, Entech, des valeurs fantastiques. Et voilà. Bon, ça fait partie des quelques thèmes qu'on regarde en ce moment, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci de nous éclairer sur la richesse et les opportunités dans ce segment des petites capitalisations boursières qui souffrent comme l'ensemble du marché. On essaye de regarder à travers la crise russo-ukrainienne du moment pour se projeter au-delà. Pierre Chang, qui était avec nous, gérant de fonds chez Tocqueville Finance, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.